Je l'ai trop connu, un homme tellement gentil, de bon cœur et tout. C'est un homme comment? Très gentil. Il a été très bon, très bon, cet homme-là. C'est un homme qui me paraissait tout à fait charmant. Il lâchait les roses, surtout quand sa femme était à la clinique. Il a le cœur sur la main. Il a rendu service pas à moi, mais il y avait des petits gars qui venaient, vous savez, des petits étudiants qui avaient besoin d'argent. Eh bien, ils se mettaient en 10, ils les employaient en mi-temps, ils leur payaient même le déjeuner, la chambre au 6e. Lorsqu'il passait, il manquait jamais de dire bonjour. Vous venez toujours vous dire un mot gentil, vous serrez la main, vous disiez bonjour, enfin, comme un homme vraiment normal et bon, surtout bon. Le 1er octobre, à 14 h, quand l'affaire a éclaté, Oui. que faisiez-vous, mon capitaine? Eh bien, c'était un dimanche qui, contrairement à l'habitude, était un dimanche calme. Il y a beaucoup de servitudes dans cet arrondissement. Ce jour-là, il n'y avait rien de particulier. Vous avez été averti comment? Eh bien, téléphoniquement, par la brigade d'Arpajon, qui a reçu un appel radio du commandant de brigade qui se trouvait sur les lieux du crime, quoi. Qui vous a dit, on a découvert un cadavre? Un cadavre, sans plus. Dans ce cas-là, c'est toujours très bref au départ. Près d'un lotissement de Saint-Vrain, dans le département de l'Essonne, un ouvrier portugais nommé Lopez emprunte un raccourci à travers champs. Tout à coup, Le dimanche 1er octobre, vous étiez passé par ici? Oui, j'ai venu aussi voir mon copain. Je suis passé ici voir mon copain qui habite là-haut. Vous passiez souvent par ici? Oui. Et ce jour-là, vous avez trouvé un cadavre sur votre chemin? J'ai vu une fille morte là. Comment ça s'est passé? Ah, j'ai passé voir mon copain et je l'ai vu là. Morte, j'ai appelé monsieur qui habitait à côté. Et monsieur, j'ai venu le voir. Pourquoi vous avez appelé le monsieur à côté? Pour savoir qu'il était là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a appelé mon... il était appelé gendarme. Vous vous souvenez ce que vous faisiez à ce moment? Bien, je suis sorti de mon jardin pour chercher des ouvriers pour travailler dans... Et j'ai rencontré les deux Portugais. Ils arrivaient de là-bas, derrière? Oui. Vous avez l'air bouleversé? Non, pas tellement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a une femme morte là-bas, il y a 10 jours qu'elle est là. Comment savait-il il y a 10 jours? Ils ont supposé. Ça vous a étonné? Oui. Qu'elle soit là depuis 10 jours ou bien qu'ils aient dit 10 jours? Non. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a un cadavre derrière chez nous. Au départ, pour nous, il y avait une très grande difficulté et un très grand problème à résoudre, c'était l'identification de la victime. Nous avons trouvé une jeune fille, à demi dévêtue, et déjà dans un état de putréfaction assez avancé. Donc au départ, nous avions très peu d'éléments. Je crois que le chien n'est pas allé loin. Non. Effectivement, nous avions été intrigués par ces herbes foulées, là, qui entouraient le corps du délit. Et, mon Dieu, le chien est revenu. Donc, vous trouvez le cadavre, vous n'avez pas d'indice. Oui. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en ce qui concerne ce cas précis que nous évoquons, une des premières opérations a été, n'est-ce pas, de relever les empreintes. Ce qui fut fait immédiatement. C'était encore possible? C'était encore possible. C'était absolument possible. Je me suis retourné, n'ayant aucun renseignement immédiat, vers le fichier central de la gendarmerie et vers le centre de renseignement judiciaire. On m'a fourni, évidemment, dès le départ, 10 hypothèses, si vous voulez. Lesquelles? Écoutez, ce serait long de vous énumérer. Disons des hypothèses de femmes qui avaient disparu, n'est-ce pas, et femmes appartenant au milieu en particulier. Et je dois vous dire qu'à priori, ce cadavre semblait correspondre à tel type d'affaires. Vous avez pensé à un règlement de compte? Oui, on a pensé à cela au départ. Mais parallèlement, je n'ai pas négligé, voyez-vous, le côté renseignement sur le plan local. Et dès le départ... Le renseignement local, c'est quoi? Le renseignement local, je ne vais pas dire que c'est le porte-à-porte, mais enfin, c'est
tout ce qui peut environner le lieu de découverte du cadavre et qui pourrait correspondre à un renseignement donné sur une jeune fille donnée. Et c'est ainsi que le commandant de brigade d'Arpajon a appris qu'une jeune fille de la commune de Lardy avait disparu il y a quelques jours. À partir de cela, n'est-ce pas, nous sommes allés à la mairie. Vous savez qu'en pareil cas, il y a tout un dossier qui est ouvert, dossier de recherche dans l'intérêt des familles. Et le premier soin pour nous a été de confronter les empreintes digitales de la carte d'identité de cette jeune fille qui avait disparu et qui avait été déposée à la mairie avec les empreintes relevées sur le cadavre. Mais ce qui fut déterminant, fut, comment dirais-je, la déposition, en quelque sorte, de la mère de la disparue. Et lorsqu'on a eu énuméré, n'est-ce pas, lorsqu'on lui a énuméré le vestiaire découvert, n'est-ce pas, sur le cadavre. Qu'appelez-vous vestiaire, mon capitaine? Eh bien, on appelle vestiaire tout ce qu'on peut découvrir, n'est-ce pas, sur le cadavre, c'est-à-dire vêtements et accessoires, je pense aux bijoux. Et c'était le cas, puisque la victime portait de nombreux bijoux sur elle. Des bijoux de prix? Oh, c'est assez de prix, peut-être pas. Si, un collier en or. Elle avait des bijoux en or, quand même. Et vous avez montré ces bijoux, vous avez montré ce vestiaire à la mère ou oui, assez prudemment d'ailleurs, assez prudemment, pour ne pas, parce que vous savez, l'imagination parfois est très fertile. C'est lorsque nous avons senti, n'est-ce pas, que ces bijoux semblaient correspondre à ceux de sa fille, n'est-ce pas, que nous avons commencé à les lui présenter. Et à ce moment-là, vous avez identifié la personne? À ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute. Nous avions affaire, n'est-ce pas, à Yvette Gibier, oui. 20 ans. 20 ans, habitant Lardy. Ses parents faisaient quoi? Ce sont des employés à Lardy, quoi. Des petits employés? Oui, des petits employés. Parce que la première question que vous avez posée était où travaille cette personne? Évidemment, c'est toujours une des questions, c'est une des questions rituelles, quoi. Et Bourret avait son magasin à Paris? Oui, il tenait un magasin à Paris, rue Saint-Dominique. Nous n'avons pas trouvé M. Bourret et nous n'avons pas posé de questions à Mme Bourret. Nous l'avons conduite immédiatement ici à Palaiseau où s'est déroulée l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que l'audition de Mme Bourret, qui a duré jusqu'au lendemain matin, n'est-ce pas, vers 2 heures, a été pour nous déterminante. À 1h30, compte tenu du contenu de cette déclaration, n'est-ce pas, il n'y avait aucun doute, le meurtrier était son époux. Je n'aurais pas pensé que c'était un assassin. Je ne l'aurais pas pris pour un assassin. D'une chose pareille de lui, on ne pouvait pas l'imaginer. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait été capable de faire une chose pareille. C'était pas pensable à voir le personnage. Je ne pensais pas qu'un jour ce garçon pouvait assassiner une femme. C'est à cette heure-là que j'ai alerté la brigade de Saint-Félicien qui était compétente, puisque selon les renseignements que nous avons pu recueillir, il s'avérait que très vraisemblablement Bourret s'était enfui et s'était retiré, en quelque sorte, ou tapi même, dans sa résidence secondaire. Le commandant de compagnie de Tourneau, ayant senti l'importance de cette affaire, avait pris toutes les dispositions nécessaires pour capturer le témoin numéro 1. Et à l'arrivée, n'est-ce pas, au domicile de Bourret, ils ont découvert celui-ci pendu dans son grenier, et il avait d'ailleurs tenté de se donner la mort avec un stylet. Et il était établi que c'était cette même arme, c'était avec cette même arme qu'il avait frappé la jeune Yvette Gibier. Vous connaissiez son passé à ce moment? Bien, je ne l'ai connu que le lendemain matin, lorsque j'ai consulté le fichier de la brigade du lieu de naissance de Bourret, et j'ai appris ce que les journaux ont comment dirais-je, ont publié. C'est-à-dire que Bourret avait déjà commis un crime oui, il y a 20 ans. Effectivement, en 47, et un peu de la même manière, si on peut dire. Même nombre de coups de couteau? Peut-être pas le même nombre de coups de couteau, mais son arme était le couteau. Il y en avait combien la deuxième fois? Pour Yvette Gibier, nous avons compté 54 de stylet, 54 coups de stylet. Oui, l'assassin d'Yvette avait déjà tué 2 fois. Le 2 janvier 1947, dans une crise de colère, il avait des colères pathologiques, témoigneront ses intimes. Il s'était acharné à coups de stylet sur sa maîtresse, fleuriste rue Boulard. Il avait aussi étranglé le bébé de 2 ans et demi, fruit de sa liaison avec la fleuriste. Madame, vous connaissiez bien Bourret, je crois? Oui, et je l'ai connu il y a 20 ans. Dans quelles circonstances? Eh bien, je l'ai connu parce que l'une de ses amies est une amie à moi. Alors, j'ai connu Bourret. À Paris? Oui, ici, dans le quartier. Alors, mon ami me l'avait présenté. C'est un très charmant garçon. Mais moi, personnellement, je trouvais quelque chose d'étrange. Comment ça? Je ne sais pas. Dans le physique? Dans le physique, oui.
Les yeux, la bouche, les lèvres minces, pincées. Il avait un visage très dur. Très dur. Il paraissait très calme par moments, et par d'autres moments très excité. Et alors, j'ai appris par la suite qu'il avait une vie très compliquée. Il avait d'abord une femme légitime, une maîtresse, avec laquelle il avait eu un enfant, et mon ami, qui était sa deuxième maîtresse. Quand vous avez appris la nouvelle, qu'avez-vous pensé? J'ai pensé rien. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Je savais très bien qu'il avait une vie compliquée, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à tuer sa maîtresse et son enfant. Il a dit que il s'était disputé avec sa maîtresse parce qu'il voulait lui faire vendre le magasin de fleuristes qu'elle avait. Et puis que l'enfant était à ses côtés, qu'elle pleurait parce qu'elle voyait sa mère discuter, et que dans un moment de colère, il l'avait empoignée, si fort qu'il l'avait étranglée. Mais je pense que c'est faux. Parce que ce soir-là, il n'y avait pas eu de discussion. Et comme vous savez, Bourret était un obsédé sexuel, et il avait pris sa maîtresse justement par les sentiments. Il était sanguinaire. Et c'est, je crois que justement, dans ce moment de passion, d'euphorie, je crois. De folie. De folie. Qu'il avait pris ce stylet et qu'il l'avait poignardé. Et alors, perdu, il est allé dans la chambre où dormait la petite et l'a étranglée. Et vous pensiez au procès qu'il prendrait le maximum, qu'il serait condamné à mort? Oui, moi je le pensais. Je le pensais. Et il a sauvé sa tête. Et par la suite, vous avez entendu parler de lui? Oui, parce qu'il écrivait à mon ami. Et je crois que le lendemain ou 2 jours après le procès, elle m'a montré la lettre. Elle n'était pas très communicative, mais elle était très fatiguée ce jour-là. Et alors, elle m'a donné la lettre, je l'ai lue. Alors, Bourret disait, enfin, je ne sais pas textuellement, mais enfin, quelque chose comme ça, enfin, j'ai sauvé ma tête. Moi qui avais tant peur, enfin, je vous dis, approximativement, c'est quelque chose comme ça. Condamné à la réclusion perpétuelle, Louis Bourret séjourna dans diverses prisons. Partout, il laissa une réputation de détenu modèle, d'homme en proie au repentir. À la maison d'arrêt de Caen, il devait faire la connaissance de Marguerite Thiron, l'infirmière de la prison. Une jeune femme intelligente, équilibrée, d'excellente famille. Quand, grâce au jeu des remises de peine successives, Bourret se retrouva libre au bout de peu d'années, il retrouva Marguerite. Comme sa première femme avait divorcé, il en fit la seconde Madame Bourret. Elle connaissait le passé de son mari? Ah oui, elle connaissait le passé de son mari. Écoutez, la presse écrite en a fait la relation une large diffusion. Madame Bourret était infirmière à la centrale de Caen lorsque Bourret y était détenu. Et vous pensez qu'elle croyait sincèrement qu'elle pouvait aider Bourret à se racheter? Moi, je le pense. Je le pense, car cette femme a fait aux enquêteurs une impression des plus favorables. Quand il est sorti de prison, vous l'avez su? Non, je ne l'ai pas su. Je ne l'ai pas su. Mais j'ai vu par hasard, je travaillais en ce moment-là dans le quartier. Et alors, j'ai vu ce magasin au coin de la rue Saint-Dominique. Je vois ce magasin et je vois prochainement ouverture de magasin, instrument de laboratoire, Louis Bourret. Alors, donc, il n'avait fait que 10 ans. 10 ans de bagne, enfin, on peut dire le bagne. Et puis, vous savez... non, je ne suis pas entrée. Je ne suis pas entrée. Vous n'avez pas osé? Je n'ai pas osé. J'étais effrayée, vous savez. Je suis une... j'ai reculé 10 ans en arrière et je revoyais le procès et tout. Et puis, quelques jours après, je suis passée et j'ai vu Louis Bourret bien installé. Il avait grossi. Il était installé dans son magasin, une jambe repliée sur l'autre, en train de lire son journal, vraiment très confortablement, comme quelqu'un qui n'a rien sur la conscience, absolument. Et j'ai hésité, j'ai regardé. Et
je n'ai pas osé entrer, je n'ai pas osé lui dire bonjour. Parce que j'ai une pensée, c'est certainement macabre. Parce que je me suis dit, si Bourret va me dire, tiens, vous travaillez dans le quartier. Et j'ai eu peur qu'il pense que je parle de lui dans le quartier. Parce qu'il n'était pas connu. Enfin, pour les gens du quartier, là-bas, Louis Bourret, ça ne disait rien, tandis que moi, ça m'a frappé. Alors, j'ai eu peur, je vous dis, je me suis dit, mon Dieu, il va avoir peur que je parle de lui, il va m'étrangler. À votre avis, on a bien fait de le lâcher? Oh non. Oublions le troisième crime. Est-ce qu'on aurait bien fait de le lâcher de toute manière? Non. Tout au moins de le suivre. Comment le suivre? Ben, c'est un malade. C'est un déséquilibré. En somme, on a lâché un fou de la nature. Oui, je crois. Oui. Oui. Et c'était grave. Oui. Oui, parce que même les psychiatres, ce ne sont pas assez occupés de lui, enfin, à mon avis. Dans le cas de Bourret, s'il est allé en prison, c'est qu'il a été reconnu responsable. S'il n'avait pas été reconnu responsable, il serait allé à l'asile psychiatrique. Parce que malheureusement, et ça je crois qu'il est bon de le dire, malheureusement en France, nous n'avons pas une espèce d'établissement intermédiaire entre la prison destinée aux condamnés qui est reconnu parfaitement en possession de tous ses moyens mentaux, et puis l'asile psychiatrique qui est fait pour l'aliéné. L'aliéné qui, lui, est irresponsable des actes qu'il a pu commettre, n'est-ce pas, par définition, c'est la définition même du code. Alors, dans la plupart non pas dans la plupart, mais dans beaucoup d'autres pays qui sont d'un développement socio-économique à peu près égal au nôtre, il existe vraiment des asiles-prisons. Ces asiles-prisons sont des établissements spéciaux pour ceux des détenus que l'on reconnaît absolument être inadaptables à la société. Il faut bien dire ce qui est, c'est malheureux peut-être, mais il y a un certain nombre d'individus que l'on n'arrivera jamais, malgré tous les efforts que l'on peut faire, malgré toutes les techniques que l'on peut employer, que l'on n'arrivera jamais à resocialiser. Ces individus qui ne sont pas assez fous pour être à l'asile et pas assez normaux pour rester en liberté. Ce que Grasset a appelé les demi-fous. Tous ces paranoïaques, tous ces monomanes, tous ces déséquilibrés. Ils commettent une infraction. L'expert psychiatre, très souvent avec une conception répressive, conclut à la parfaite responsabilité. Ou quelquefois, lorsque les anomalies sont plus prononcées, la conclusion est une responsabilité atténuée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les juges punissent le délinquant à responsabilité atténuée, mais lui appliquent des circonstances atténuantes. Alors, étant donné que ces demi-fous sont punis avec des peines courtes, ils sont vite rentrés de nouveau dans la circulation, dans la vie. Et ils continuent à commettre les mêmes délits. Pas relâché, mais je l'aurais peut-être enfermé pour quelque temps, pour le temps de le soigner, parce qu'il était récupérable. C'est un homme qui n'aura jamais dû être lâché. Cet homme-là avait déjà tué. Alors pourquoi, au bout de 9 ans, est-il libéré? Ça, je trouve ça vraiment inadmissible, malgré la tenue que l'on puisse avoir en prison. La libération conditionnelle s'explique. Elle s'explique par cette nécessité d'individualiser la sentence au cours de son exécution. Depuis la fin de la dernière guerre, on a entrepris en France une réforme pénitentiaire à laquelle a attaché son nom le directeur de l'administration pénitentiaire de 1945, M. Amor. On croit généralement, et on croit à tort, que la libération conditionnelle n'est qu'une mesure de bienveillance destinée à récompenser la bonne conduite des détenus. Envisagée de ce point de vue, la libération conditionnelle, évidemment, s'avère comme une mesure utile, en ce sens qu'elle encourage, évidemment, les détenus à se bien conduire. Mais cela n'est pas suffisant. En vérité, la libération conditionnelle est une mesure dont la portée va bien au-delà. Elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures, voyez-vous, qui tendent à favoriser
le reclassement social du détenu, sa réadaptation à la vie en société. Elle tente en somme à faire du détenu libéré un homme utile à ses semblables, au lieu d'un être néfaste. Eh bien, j'ai l'impression que la remise de peine de ce monsieur n'a pas été entourée avec toutes les garanties nécessaires. Car il y a une grosse erreur qui explique beaucoup de ces cas qui choquent l'opinion et même inquiètent l'opinion publique. L'erreur est qu'on s'imagine qu'on peut étudier l'homme dans une prison de la manière laquelle un zoologiste étudierait un fauve dans la cage. On s'imagine qu'on peut arriver à connaître le comportement du détenu lorsqu'il sera libéré selon sa conduite en prison. C'est faux. On a constaté même une sélection à rebours, c'est-à-dire que les grands criminels, les pervers, les récidivistes, qui n'ont pas de caractère, qui sont rusés et qui savent se rendre sympathiques dans la prison, ils obtiennent plus vite la libération qu'un autre qui est moins dangereux. Juger du comportement du criminel dehors, d'après son attitude en prison, c'est juger de la vertu d'une femme au couvent, de la désintoxication d'un alcoolique lorsqu'il est obligé de boire seulement de l'eau en prison, et de la guérison d'un fou sous l'empire de tranquillisants. Je me rappelle à ce sujet ce qu'un grand psychiatre me racontait dans mon enfance. Les psychiatres, eux aussi, ont à se prononcer sur le maintien dans l'établissement ou la remise en liberté. Or, il est arrivé une fois qu'à la faveur d'un changement de personnel, un médecin-chef succédant à un autre, le nouveau décide que l'ancien était trop sévère et ordonne ou approuve la remise en liberté de quelques aliénés jusque-là internés. Au nombre de ces 5 ou 6 aliénés, il en est un qui rentrait chez lui, dans les 8 jours qui suivent, tue son père d'un coup de fusil. Du coup, on s'est mis à porter une appréciation très pessimiste à l'égard du jugement de ce médecin-chef qui avait ordonné ces libérations. Et on a récupéré les autres aliénés libérés par la même mesure. Et on les a soumis à nouveau à l'internement. Eh bien, évidemment, on a eu tort de libérer celui qui a tué dans les 8 jours suivants. L'expérience a montré que la décision avait été malheureuse, mais on a peut-être eu tort tout aussi bien de faire réintégrer l'établissement de détention, d'internement psychiatrique aux autres qui auraient peut-être été parfaitement aptes à vivre désormais en liberté. D'accord pour libérer. Mais dans l'affaire Bourret, n'y avait-il pas un risque? Alors là, c'est le grand pari. C'est le grand pari et c'est un pari à faire entre la sécurité de la société et la liberté de la personne humaine. Et c'est une des options les plus tragiques qui puissent se poser à la conscience de celui qui doit décider que celui-là soit un médecin ou qu'il soit un magistrat. Parce que je ne pense pas que personne puisse dire avec certitude, dans l'état actuel de nos connaissances, que M. X ou M. Y, qui a commis un crime ou un méfait atroce, recommencera ou ne recommencera pas. Monsieur Pelletier, vous fréquentez, je crois, souvent le café du ministère. Oui, c'est exact. Je fréquente souvent le café des ministères pour la raison bien simple que c'est en face chez moi. Et que c'est là que j'ai l'habitude de prendre mon café. Et les tenanciers sont des amis, d'ailleurs. D'habitude, au café du commerce, on rencontre des gens, on parle politique. Mais au café des ministères, vous avez rencontré un assassin, je crois. Oui, et qui n'en avait nullement l'air, je veux dire. De tous les criminels qu'il a pu m'arriver de rencontrer par la suite, ou dont j'ai pu lire la vie, j'étais aussi peu préparé que possible à deviner que c'était un assassin. C'était la dernière personne auquel j'aurais pu penser, d'ailleurs. Vous preniez votre café avec lui tous les jours? Oui, presque tous les jours. Enfin, le café, l'apéritif, etc. Et tout de suite, j'ai plus que fraternisé avec lui. C'est devenu vraiment un ami. J'avais des discussions même d'ordre religieux. Et j'ai été étonné par le côté élevé de sa pensée. C'était pas un bigot, c'était un homme qui avait profondément pensé l'humanité de sa religion. En prison, il avait le temps. Oui, justement. Il y avait là, dans l'autre 4 murs, peut-être quelque chose qu'il avait appelé à méditer. Il était passé de la méditation à la religion.
Je me suis même demandé si sa religion, chez lui, n'était pas quelque chose d'assez profond, et si ça n'était pas une protection contre le mal qui venait sourdre encore en lui. Il a peut-être élevé toute sa vie, finalement, je dis pas que c'est un saint, mais élevé une espèce de barrage, comme il a pu, de mieux qu'il a pu, pour résister à ce qu'il sentait revenir sous le démon de midi. Le démon de midi qui, chez lui, avait goûté le sang. Mais quand vous parliez de religion avec lui, c'était dans quelles circonstances? Parce qu'on ne parle pas de religion comme ça dans un café. Ah, ben c'était au café, si, justement. J'en étais étonné moi-même. Vous parliez de religion? Oui, bon, remarquez que moi, je parle facilement d'un peu de tout, remarquez. Mais enfin, on passait facilement avec lui, et j'en étais étonné, étant donné le lieu, de la hauteur de la discussion religieuse, des considérations. Et en dehors de la religion? Ah, ben en dehors de la religion, alors on parlait très bon vivant. Ça passait de l'un à l'autre. Bonne table, bonne chair, la chasse. Les choses qui contrastaient, évidemment, dans le personnage et dans la pensée. Vous passiez du ciel à ras de terre. Ah oui, pas grossièrement. Jamais grossier avec les femmes, par exemple. Rien de tout ça. Jamais. Plutôt distingué. Une ombre d'élégance, même, désinvolte, mais bien, toujours bien. Vous étiez au courant de sa liaison? Non, parce qu'il était aimable avec tout le monde, très aimable, très bon d'ailleurs, et qu'il était difficile de voir les quelques gestes de gentillesse qu'il aurait pu avoir avec une employée. C'était difficile. Je savais qu'il avait une liaison avec elle, mais sans pouvoir dire exactement où ça en était. Il était hypocrite, très faux. Il a amené son jeu admirablement. Parce que d'ailleurs, les journaux l'ont relaté, il a une conduite exemplaire, mais il était faux, ils n'ont pas vu. Un jour, il a regardé la toile qui était au fond du café des ministères, une toile assez grande qui représente l'escalier de l'opéra. Et qui est de vous? Elle était de moi, et il m'a dit qu'il l'aimait beaucoup. Alors je lui ai dit, j'ai cédé à une coquetterie de peintre, je lui ai dit, oh ça n'est rien, il y a mieux encore, si un jour vous voulez voir quelque chose de moi, allez à la cour d'assises, et là vous verrez, au-dessus des accusés, quelque chose d'impressionnant, de 70 mètres carrés, qui représente tout le Parlement sous Louis XIII. Il a marqué le coup? Alors évidemment, il a encaissé le coup, mais je n'ai pas fait la différence avec le commun des mortels, car tout le monde fait la même chose. Tout le monde dit, oh moi la cour d'assises, je ne tiens pas à y aller. Alors je repars souvent et je mets les gens à l'aise, et je leur dis, mais on n'est pas forcé d'y aller comme accusé. On peut y aller comme témoin, comme ce qu'on veut, ou comme invité. Si vous voulez, j'insiste, et je dis, si vous voulez, je pourrais vous faire voir un petit mot du président. Alors là, il a dit, alors là, j'ai pas très bien compris. Ah non, non, pour les mots du président, merci. Non, non, ça vraiment, vous êtes gentil, je vous remercie. Non, très peu pour moi. Et votre amie, elle parlait de lui? Elle avait peur de lui? Elle avait eu peur, je crois. Elle m'avait confié quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, il n'était pas du tout communicatif, mais un jour, elle m'a dit, Louis, ils avaient pris du café, c'était au lit, ils avaient pris le café, les tasses, c'était avec les cuillères sur la table. Il a pris la cuillère, et alors, elle était nue dans son lit, et il a pris la cuillère, comme ça. Alors, comme si c'était un couteau. Comme si c'était un couteau. Il m'a dit, tu vois, si c'était un couteau, tu vois, je te donnerai quelques coups au cœur. Et je verrai le sang. Un autre jour, alors toujours dans le domaine de la peinture, je lui ai fait une confidence, je peignais le château de Lardy. Oh, mais me dit-vous, en 4 tours de rouge, je vous mène à Lardy. Alors, un jour, nous sommes arrivés là-bas, et nous avons un peu erré dans la campagne, et cette campagne était celle-là même où il allait commettre son crime il y a un mois ou deux après. Et les blés étaient déjà mûrs, d'ailleurs, et alors ça a donné lieu, la petite promenade que nous avons faite dans les alentours du château de Lardy, à quelque chose d'affreux, sans le savoir. Nous nous sommes promenés dans un chemin creux qui est du côté de ce château, et autour des douves, et là, il y avait des blés mûrs, des avoines, et moi je lui ai dit, oh regardez comme c'est curieux, tous les 10 mètres, on voit que des gens sont rentrés dans les blés et y ont laissé un trou rond qui ne laisse aucun doute sur la démarche qu'on y a fait. On est venu là y voir le blé à l'envers. Et alors il m'a dit, oui, regardez, c'est drôle, c'est presque régulier, il y a un trou de cette sorte tous les 10 mètres. Alors on a dit, oh, c'est une bande de gars du pays qui ont dû s'amuser un petit peu là. Et on est parti un peu goguenard, un peu comme ça. On venait, sans le savoir, d'explorer l'endroit où la petite allait être tuée, de 57 coups de couteau.
C'est ainsi que se termine l'affaire Bouret, l'histoire de l'assassin qu'on n'aurait jamais dû relâcher. Un cimetière au milieu de la campagne. Sous la terre fraîchement remuée, le corps d'une jeune femme qui s'apprêtait à fêter ses 20 ans. Mais pour un Bouret, on compte des centaines de libérés qui ne font guère parler d'eux. Car depuis la réforme de l'avocat général à mort, il existe des institutions chargées de veiller sur leur vie nouvelle. Au Secours catholique, un libéré conditionnel. Vous sortez de prison, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été condamné, je crois, à 10 ans. À 6 ans? 6 ans. Et vous êtes sorti au bout de combien de temps? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, passons de sujet, je préfère. Comment vit-on en prison? Très malsainement. C'est-à-dire, vous étiez dans quelle cellule? Dans quel genre de cellule? Enfin, dans une petite cellule, où nous étions 3, avec des lits superposés, une petite table, puis un lavabo, puis une tinette, tout ça dans la même pièce. Et votre programme? Mon programme, le matin à 7 h, on nous réveillait, il fallait plier les couvertures, les draps également, les ranger au pied du lit. On attend une demi-heure, une demi-heure on se lave, puis après le jus arrive, pas tellement bon, mais enfin c'est le jus quand même. Puis alors après on attend jusqu'à 10 h, 10 h, promenade d'une demi-heure, on rentre, on attend jusqu'à midi, de midi on mange, puis alors jusqu'à 3 h, 3 h on fait du sport, nous restons à peu près une demi-heure également. Une fois le sport fini, nous rentrons dans les cellules, jusqu'à 6 h, 6 h on mange, puis 6 h 30 jusqu'à 7 h du matin, on est au lit, extinction des feux à 22 h. Et tous les jours, tous les jours? Tous les jours, tous les jours. Et vos compagnons de cellule, c'était qui? C'est 3 jeunes de mon âge. Comment étaient-ils? Il y en a un qui était très bavard. Il y en a un qui était très bavard. Parce qu'il parlait beaucoup des coups qu'il avait faits, puis les coups qu'il allait faire en sortant. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des vols, des agressions à main armée, vols de sacs. C'est un habitué de la prison? Oui, c'était sa 17e condamnation. 17? 17e. Et la dernière à combien? À 2 ans. Étant donné qu'il était tombé toujours mineur, la prochaine fois, il s'en reléguait. Mais il racontait ses coups. Pourquoi? Juste pour raconter ou par bravade? Pour raconter. Puis il racontait, mettons, ce qu'il allait faire en dehors. Puis comme moi, à côté de lui, j'étais un pauvre type, dans le fond. C'était ma première condamnation, puis je l'avais là déjà assez. Puis c'était pas aussi important que lui. Lui, c'était un caïd? C'était un caïd pour moi. Enfin, pour moi, non, mais lui, il s'est croyé un caïd, alors je le laissais prendre. Et il vous proposait des coups? Oui, il m'a proposé des coups. Pourquoi vous avez refusé? Parce que, en sortant, je savais que j'avais une femme, qu'elle m'attende, puis un enfant. Au fond, vous auriez pu devenir un gangster si vous aviez voulu. Ah oui. Qu'est-ce qui est le plus dur en prison? Attendre. Vous avez l'impression que quelqu'un qui reste trop longtemps en prison, il se pourrit? Oui, sûr, oui. À cause des copains dans le genre de celui C'est qui bavardait? Quand on relâche quelqu'un avant la fin, au fond, on lui fait confiance. Oui. Et vous êtes sûr de vous maintenant? Oui. Vous n'avez pas peur? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je suis avec ma femme, puis mon enfant. Elle est très forte, votre femme? Oui, très forte, oui. Si vous n'aviez pas votre femme, vous auriez peur? Oui, je crois. J'aurais peur, oui. Peur. Peur de ne pas réussir à devenir un homme libre. Mais n'est-ce pas déjà plus qu'une espérance?